en TNT. Benjamin, bonjour. Bonjour Sébastien. Voilà, j'ai fait la retable pour BFM Business. À vous de nous parler des matières premières. Ne regardez pas la télé dans votre voiture. Hein. Non, c'est compliqué, c'est dangereux d'ailleurs. Mais sur le pétrole, effectivement, c'est là-dessus qu'on souhaitait vous entendre aujourd'hui et c'est pour cela qu'on vous appelle. Le pétrole américain, on va en parler longuement. Il y a ce fameux spread, on en parle régulièrement ensemble, des raisons fondamentales techniques qui expliquent la différence entre le prix qu'on paye en Europe, autour de 115-116 $, qui est quand même 20% plus cher que le pétrole américain, qui lui, vraiment bien maintenu là sous les 100 $, encore plus aujourd'hui puisqu'on est en baisse à pratiquement 95. Pourquoi cette différence est-ce qu'elle est fondamentale justement? Est-ce que c'est un problème de qualité là? Est-ce que le pétrole WTI américain serait moins bon que le nôtre? Non, alors le pétrole américain est globalement d'une façon générale de meilleure qualité que le pétrole européen. Ce qui veut dire que si on regarde sur le long terme la qualité de ce pétrole, on se rend compte que historiquement, le pétrole WTI coûte d'ailleurs un petit peu plus cher que le pétrole européen du fait de cette meilleure qualité. Le problème est réellement un problème, je dirais, technique, logistique, un problème également de législation qui fait que aujourd'hui, on se retrouve avec des quantités de pétrole extrêmement importantes aux États-Unis du fait notamment du développement des shale oil, des fameux pétroles de schiste, qui font que on a des quantités de pétrole extrêmement importantes aux États-Unis, de pétrole WTI, de pétrole américain, que les stocks sont en train de gonfler et que donc on a une offre qui est nettement supérieure à la demande de ce marché, ce qui fait que quand l'offre est supérieure à la demande, les prix ont tendance à baisser. On n'est pas du tout dans la même situation sur le marché du pétrole européen, où là la production en mer du Nord a plutôt tendance à baisser, avec des gisements qui sont vieillissants, et donc on a une demande qui a tendance à être au moins égale à l'offre, et donc là des prix qui sont beaucoup plus tendus. Et du fait de la réglementation... Benjamin, on aurait eu envie de dire le contraire. Là-bas, effectivement, ils sont en croissance, donc la demande est bien solide, et chez nous, à zéro de croissance, même parfois de la récession au sud de l'Europe, bon, a priori, il n'y a pas d'affolement sur les barils. Oui, alors la première chose, c'est que concernant le pétrole européen, il faut savoir que le pétrole européen ne va pas qu'en Europe, il va un peu partout dans le monde, à la grosse différence du pétrole américain. Et c'est une des premières raisons fondamentales de l'écart, c'est la législation américaine. Il faut savoir que dans la réglementation américaine, dans la loi américaine, il est stipulé que le pétrole brut américain ne peut pas quitter le territoire américain. Il doit rester sur le territoire américain. L'idée était de protéger un peu l'industrie américaine en forçant, entre guillemets, le raffinage sur le territoire américain. Une fois que le pétrole est raffiné, on peut exporter ces produits raffinés un peu partout à travers le monde. Le problème aujourd'hui est double. D'abord, il y a eu la forte augmentation de la production due aux huiles de schiste qui fait qu'on a une très grande quantité de pétrole et une quantité de pétrole disponible aux États-Unis qui croît plus vite que la demande qui a fortement ralenti depuis la récession de 2008. Donc on se retrouve avec plus de pétrole et entre guillemets une impossibilité d'exporter ce pétrole à l'étranger, donc il faut le traiter sur place. Et là on se heurte à deux autres problèmes. Le premier est un problème logistique. Le problème logistique, c'est qu'on manque de pipeline. Donc on a vu notamment le trafic ferroviaire pétrolier augmenter de façon phénoménale l'année dernière. On a gagné 50% de volume de trafic ferroviaire de pétrolier l'année dernière. Et on a vu un certain nombre d'entreprises décider d'inverser le sens de certains pipelines pour arriver à désengorger ces gros points de stockage américains de façon à pouvoir redresser un petit peu le cours du pétrole WTI. Aujourd'hui, c'est pas suffisant. Donc il y a d'autres projets qui sont en cours. On a le pipeline de Seaway qui vient d'être agrandi dans le sud des États-Unis. On a le pipeline de Longhorn qui va être inversé très prochainement de façon là aussi à envoyer du pétrole vers le golfe du Mexique où se trouve le plus de raffineries. Et donc ça devrait permettre de partiellement résoudre le problème. Mais il faut sur le long terme arriver à augmenter ces infrastructures. C'est d'ailleurs ce qui nous fait penser que Barack Obama dira très probablement oui au projet Keystone XL, qui est un projet qui traîne depuis longtemps maintenant, qui a été plusieurs fois refusé, mais qui est indispensable pour arriver à désengorger ce marché du pétrole. Enfin, moi je retiens quand même effectivement dans votre discours là que vous nous dites que tout baril extrait là, du sol américain doit rester aux États-Unis. Si évidemment on met de côté après les produits raffinés et l'essence au premier rang, mais bon vu leur consommation, je présume qu'ils exportent pas grand chose, ça n'aurait pas forcément d'intérêt pour eux. Est-ce qu'il y a une autre anomalie là? Je sais que la réglementation là-bas a assez peu évolué. Il y a des lois qui datent vraiment de la fin de la fin de la Seconde Guerre mondiale. D'autres explications qui expliqueraient pourquoi on reste avec ce spread aussi de 20-25 $ entre eux et nous.
C'est la deuxième anomalie effectivement majeure, c'est qu'en plus de cette loi qui interdit l'exportation du pétrole, il y a une deuxième loi qui s'appelle le Jones Act, vous avez raison, qui a été votée juste après la Première Guerre mondiale pour favoriser l'industrie américaine. Cette loi, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que tout baril de pétrole qui circule aux États-Unis, puisqu'il ne peut pas sortir du pays, doit circuler, lorsqu'il circule sur des bateaux qui ont été fabriqués aux États-Unis, qui battent pavillon américain et qui ont un équipage entièrement américain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous voulez transporter du pétrole du golfe du Mexique, où se trouve l'essentiel des points de stockage, jusqu'à une raffinerie qui se trouve sur la côte est des États-Unis, vous devez trouver un bateau américain. Il y en a assez peu, avec un équipage américain et qui bat pavillon américain. C'est très compliqué. Et donc, aujourd'hui, la plupart des raffineries qui se trouvent sur la côte est des États-Unis ont intérêt, quand elles veulent du pétrole, à acheter du pétrole Brent de la mer du Nord ou du pétrole africain plutôt que d'acheter leur propre pétrole, parce qu'il y a à peu près 70% de coûts d'écart de transport entre le pétrole qui arrive des États-Unis pour aller aux États-Unis et le pétrole qui arriverait d'Europe ou d'Afrique pour aller aux États-Unis. C'est hallucinant. On est dans un imbroglio législatif terrible et qui nous fait penser, nous, chez Prime Finance, que avant la fin de l'année, on va se poser la question de savoir comment on peut faire pour désengorger ce marché du pétrole aux États-Unis. Une des solutions est probablement d'autoriser les exportations, mais pour autoriser les exportations dans de bonnes conditions, il faut soit lever le Jones Act pour que ça puisse se faire avec d'autres types de bateaux, donc à moindre coût, ou alors il y a une autre solution qui nous semble peut-être la plus probable, c'est de dire le pétrole américain est difficile à raffiner, parce que ça c'est un autre problème qu'on n'a pas abordé, mais l'outil industriel américain n'est pas adapté au pétrole qu'on a découvert aux États-Unis. Le pétrole qu'on trouve dans les shale oil, oui, voilà, est trop léger pour être traité par les capacités de raffinage américaines qui sont trop anciennes. Donc l'idée serait sans doute de proposer une loi où le pétrole américain pourrait être exporté, mais uniquement en échange d'importation de pétrole un peu plus lourd et donc plus adapté aux capacités de raffinage américains. Ça permettrait de faire remonter le prix du pétrole WTI et en même temps de régler ce problème d'engorgement lié à l'incompatibilité des raffineries et de la qualité de pétrole américain. Il y a donc un débat énergétique, là, un débat même sur le pétrole qui s'annonce là-bas aussi, même si on parle de cet Eldorado des gaz de schiste, ils ont leurs problématiques aussi qui sont finalement loin d'être négligeables à vous écouter, Benjamin. La problématique est plus qu'importante, effectivement, parce que vous imaginez bien le manque à gagner des entreprises américaines quand elles ont un pétrole qui vaut $20 de moins que le pétrole Brent. C'est un vrai problème. Et puis la deuxième problématique, c'est que compte tenu de ce que j'évoquais sur le fait que les raffineries d'une partie du pays sur la côte est sont obligées de faire appel à du pétrole Brent, eh bien le prix du pétrole à la pompe aux États-Unis, en fait, est fonction du prix du pétrole Brent et pas du prix du pétrole WTI. Résultat, ça veut dire que si demain les shale oil tiennent leurs promesses aux États-Unis, que la production continue à augmenter et que donc le prix du pétrole WTI baisse, on peut dans le même temps se retrouver avec le prix à la pompe qui continue à augmenter, et ça sera très difficile à expliquer aux Américains. Donc il est fort probable qu'on ait effectivement un débat législatif qui s'ouvre sur les questions énergétiques dans les mois qui viennent. Vous voyez que la découverte de ces shale oil bouleverse un petit peu la problématique de l'offre et la demande, notamment dans les pays de l'OPEP, mais ça pose aussi d'énormes problèmes aux Américains eux-mêmes qui vont devoir trouver des solutions. Bon, et sur la réaction là des marchés, on a vu que sur les actions ça tanguait pas mal, c'était le cas lundi, c'est encore le cas cet après-midi avec un CAC largement sous 3007. Comment se comportent justement les barils de pétrole, là, que ce soit à Londres ou à New York? Alors on a un maintien des prix, on va dire, sur des niveaux relativement stables. On a plutôt tendance à voir les produits bruts comme le pétrole WTI ou le pétrole Brent qui ont tendance à baisser. Pourquoi? Parce qu'on est dans une période un peu spécifique où c'est une forte période de maintenance pour les raffineries. En plus, beaucoup de raffineries avaient reporté un certain nombre d'opérations de maintenance ces dernières années parce que c'était très profitable de produire des produits raffinés. Cette année, c'est moins le cas. Donc il y a beaucoup d'opérations de maintenance. On parle quand même de 6 à 7% de l'outil de raffinage aux États-Unis, par exemple, qui est hors champ aujourd'hui, donc moins de demande de pétrole, ça fait baisser le prix des produits bruts. À l'inverse, du coup, on produit moins de produits raffinés, on produit moins de diesel, on produit moins d'essence, on produit moins de fuel domestique, et donc on a une remontée du prix des produits raffinés. Il y avait donc une belle opportunité. Je pense que cette opportunité est encore là pour quelques semaines de jouer un spread en achetant les produits raffinés et en vendant le pétrole brut. 116. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a fait chez Prime. Ah ben merci de nous expliquer votre stratégie récente, Benjamin Louvet, chez Prime Finance. On est avec vous tous les mercredis après-midi sur BFM Business, autour de 16h. Le pétrole américain, lui, consolide légèrement, ou plutôt assez sensiblement, $95. Ouverture des marchés américains